Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit, voire très gros podcast avec les amis d'Esgadi pour la première fois sur la chaîne et Artopolis. Comment allez-vous? Bah écoute, salut Jus, ça va super bien, avec Pour la première grand fois, plaisir, ouais. on va t'appeler Des, allez, ça sera plus rapide. Si tu préfères. Comme Desmond hein, de la série Lost, mais ça je crois que c'est un Exactement. vrai clin d'œil. Et bon Arto, toujours bien, Ouais, toujours heureux de parler cinéma. toujours heureux. Bon, cette fois, c'est pas autour de la bavette, c'est à distance, mais Oui, c'est vrai que la dernière fois, on avait taillé la bavette en vrai sur Paris pour un très bon film, Les Nuits de Machad. Mais là, alors là, on va attaquer un très gros morceau. Puisque il s'agit d'un film de 2021 que je rattrape sur le retard. Vous l'avez vu, évidemment, à l'époque de sa sortie cinéma et même revu. Le fameux Memoria, qui est donc le 7e, c'est ça, hein, long métrage d'un réalisateur thaïlandais fort connu, Apichatpong Veerasettakul. Et avec au casting, on va quand même la citer, c'est très important, Tilda Swinton, qui a toujours pris beaucoup de risques dans sa carrière et elle a joué dans des films assez merveilleux. Est-ce que c'est le cas ici? Ça, bien sûr, on va le savoir très vite. Citons aussi la présence quand même de Jeanne Balibar, actrice française. Donc c'est un, on va dire, casting international, puisqu'après il y a des acteurs, actrices colombiennes surtout, puisque c'est un film qui se déroule en Colombie. Je crois que c'est la première fois que le réalisateur s'expatrie en dehors de la Thaïlande, du moins en long métrage. Et on va faire un petit synopsis très rapide, même si le film va bien au-delà de son histoire. On va suivre les péripéties de Jessica, qui est une Britannique, qui est donc en Colombie, et qui cultive des orchidées, et qui, à Bogota, va rendre visite aussi à sa sœur malade. On ne sait pas trop ce qu'elle a, elle est alitée. Et dans cet hôpital, elle va rencontrer aussi une archéologue qui s'occupe d'une construction et qui excave des ossements très anciens. Et alors qu'on est dans la ville et qu'elle va rencontrer aussi un ingénieur du son, pour des raisons qu'on va très vite expliquer quand même, après elle va bifurquer dans la campagne et il va se passer beaucoup de choses et à la fois, peut-être visuellement, comme ça, d'un point de vue spectateur, sur l'action, il se passe rien, mais il se passe beaucoup. C'est ça aussi la force de ce film. Je suis en train déjà de spoiler les petits trucs. Et tout part d'ailleurs de ce réveil qu'elle a alors qu'elle a des insomnies et tout. Et elle entend un son étrange. Et c'est cette quête-là qui va l'amener à rencontrer cet ingénieur du son, à partir un peu ailleurs. D'où vient ce son et comment aussi le reproduire mécaniquement depuis ses souvenirs. Parce que c'est un film, évidemment, sur la mémoire aussi, mais pas que. Et alors, puisque c'est la première fois que j'ai le plaisir de t'avoir sur la chaîne, mon cher Desgadi, c'est à toi qui revient de l'honneur de donner ton avis sur ce film, et je crois qu'il ne va pas être négatif. Hein. Alors écoute, c'est très intimidant, non pas de participer avec vous, ça y a aucun souci, mais intimidant de m'exprimer sur Memoria parce que j'avais dit, alors vous allez pas voir tout de suite le lien, mais il y a 3 ans maintenant, que le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, refermer une première partie en fait de ma cinéphilie qui était très axée sur le cinéma de genre que je continue d'apprécier, mais j'avais comme ce sentiment de testament. Et en fait, Memoria m'a procuré l'effet inverse, c'est-à-dire que je m'intéresse de plus en plus à des cinémas plus intimistes, des cinémas peut-être plus portés sur le réel que sur l'imaginaire, quoique dans celui-là, c'est assez intermédiaire. Mais voilà, sur des formes plus arides, on va dire. Et Memoria, pour moi, est un peu la synthèse de ce que j'ai découvert sur ces, justement, 3-4 dernières années et m'a ouvert complètement une véritable invitation vers, vers l'envie de découvrir ces champs-là plus en profondeur. Donc, c'est intimidant parce que, voilà, je vais très vite laisser la parole à Artaud, mais pour moi, il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre. Enfin, je vais pas cacher mon enthousiasme. Sans doute le film qui m'a le plus stimulé visuellement depuis peut-être, voilà, c'est encore une fois très intime, mais Night of Cups de Malik, qui, si vous me suivez à droite à gauche, bon, est clairement mon film de chevet. Et voilà, je les mets quasiment au même rang en termes de pure expérience sensorielle, quoi. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais pour moi, c'est un très, très gros morceau, comme tu l'as dit. Artaud. de toute façon, je pense que l'exercice est tout aussi compliqué parce que c'est un film qui nécessite de prendre le temps, comme le film est lui-même une invitation à prendre le temps de voir les choses.
C'est très amusant, cette métaphore d'ouverture de porte dont tu te sers pour parler de... effectivement, moi, je pense que Memoria peut-être ne m'a pas ouvert une porte chez moi vers une autre cinéphilie, parce que c'est pas forcément le cas, puisque c'est vrai que l'intérêt pour un cinéma plus intimiste était déjà là avant. Mais par contre, Memoria a peut-être renforcé l'envie de découvrir des choses de ce genre-là, parce que c'est vrai que moi, il y a longtemps que je n'avais pas vu, par exemple, un cinéma qui vraiment va au minimum de l'utilisation de ses moyens, quoi. Il y a vraiment cette idée dans ce film-là où il y a quoi? Il y a 14 plans, quelque chose comme ça, il n'y en a pas beaucoup, où on revient à quelque chose de moins tape à l'œil, de plus simple. Euh, et paradoxalement de plus difficile pour le public, alors que pour moi, c'est en fait c'est l'idéal de cinéma qui devrait être atteint actuellement. Pourquoi? Parce que c'est un film qui prend le temps de faire exister les choses qui se passent à l'écran. Ce qui moi, à mes yeux, est quelque chose qui manque beaucoup au cinéma, ce que j'essaie de défendre à partir de mon propre cinéma. Donc forcément, quand j'ai vu le film, ce qui m'a marqué, c'est que je me suis retrouvé beaucoup dedans, même dans ma propre vision des choses. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau quand, justement, un cinéaste arrive à illustrer ton propre rapport au cinéma, ou même à la vie aussi, en quelque sorte, parce que je pense que je partage le même amour des sons et des sensations que Verestacool. En fait, quand Verestacool... Il y avait quelqu'un qui avait fait une remarque sur Twitter quand j'avais parlé du film récemment, qu'il n'y avait pas de valeur de plan dans le film. Et je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve justement que les valeurs de plan du film ne sont pas forcées. Souvent, aujourd'hui, on est un peu tombé dans un souci de perfection, de vitesse dans la fabrication des films. Et ce qui est intéressant avec Memoria, c'est que ça revient vraiment à quelque chose qui est même brut, qui est très brut en fait, qui peut renvoyer à l'origine du cinéma. C'est-à-dire que avant l'invention du montage au cinéma, on ne se posait pas de questions en fait, on filmait juste. Moi, je crois que j'ai de plus en plus de mal. Ça ne m'empêche pas d'aimer les grands formalistes, etc. Hein, c'est pas le cas, mais de plus en plus, en fait, en vieillissant, en progressant dans ma cinéphilie, je crois que je préfère de plus en plus ces films qui mettent en retrait le formalisme. Enfin, qui mettent en retrait le tape à l'œil, qui mettent en retrait l'exagération, qui, en fait, font une mise en scène. Et il y a toujours des mises en scène dans des films. Il y a toujours des mises en scène. Il faut arrêter avec cet argument qui est souvent de dire il n'y a pas de mise en scène. Non, il y a toujours la mise en scène. Elle peut être mauvaise ou bonne. Et ce qui est impressionnant chez Resta Cool, c'est que pour le coup, oui, il y a cette impression de naïveté, en fait, qui fait que le film est plus qu'agréable, en fait. Moi, quand j'ai revu hier, et là, pour le coup, je ne l'ai pas revu dans les mêmes conditions. Hein. Quand j'ai découvert au cinéma, et pareil que pour Desgali, on l'a vu dans une copie magnifique qui ne souffrait pas de son portage en DVD, donc où il y en avait un grain magnifique, puisque le film est tourné en Kodak, en pellicule. Et c'est vrai que le DVD, pour le coup, on l'a qu'en DVD en France, et je trouve ça assez honteux. Peut-être parce que le film n'intéresse pas assez, ils n'ont pas eu la volonté de le faire en Blu-ray. Et du coup, on a une image un peu lissée sur le DVD, ce qui est dommage. On voit moins le grain. Et mais les sensations sont toujours là, en fait. Moi, quand j'étais devant le film, je suis entré en transe. Voilà. Oui. Plusieurs passages où, en fait, il y a cette impression de tranquillité, mais vraiment de méditation, littéralement, où, en fait, il y a une forme d'absorption littérale du film. J'étais littéralement dedans, quoi. Il y avait pas... Par exemple, quand elle est devant ce ruisseau, avant de rencontrer Pêcheur, on en parlera plus tard, il y a ce moment où elle entend le bruit, j'avais l'impression que le bruit était juste à côté. Voilà. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Artaud, moi je l'ai découvert malheureusement pas au cinéma, mais quand bien même, posé devant, concentré, parce que c'est le genre de film, tu as envie de toute façon d'être 100% concentré, cinéma ou pas. J'ai vécu une expérience. En sortant du film, j'avais prévu de faire 2-3 trucs, pendant 30 minutes, j'ai rien pu faire. Vraiment de concret. Si ce n'est ranger 2-3 trucs, mais tu sais, dans un état un peu hébété.
Après, je suis parti me balader. Oui, je parle plus de mon après que du pendant. Et c'est très important, justement. C'est volontaire de ma part. Après, je suis allé me balader, comme je le fais souvent, et j'ai vu mon alentour, très nature, hein, autrement presque. Et ça a résonné avec pas mal de choses du film. Parce que, tu l'as dit, Arto, le film, c'est une forme de méditation, sorte de rêve éveillé. Tu es entre la réalité et... euh, ouais, c'est ça, le rêve, comme quand tu te réveilles la nuit, que tu viens de vivre quelque chose, tu ne sais pas si c'est vraiment arrivé, si tu es réveillé ou que tu dors encore. À certains moments, tu es là. Et presque, à certains moments, tu as envie de somnoler devant. Mais c'est presque logique. Tu es amené, tu es comme sur une barque, en fait, tu te laisses porter. Et à certains moments, tu t'apaises devant le film, tout en te posant quand même des petites questions sur ce qui se passe, mais très vite, alors que ça peut être mon défaut, voilà, à force de regarder plein de films, tu veux intellectualiser pas mal de choses, les thématiques, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ben là, j'ai lâché prise à un moment. J'ai dit, voir le milieu du film, je comprends pas grand-chose. À un moment où il y a le groupe qui joue, parce qu'il y a un interlude musical. Le film a clairement un interlude à l'ancienne, un entracte, où ça joue. Et là, je me suis dit, bon, tu lâches ça. Là, il faut lâcher prise complètement. Tu sais pas ce qui va se passer dans la deuxième partie du film. Tu sais pas vraiment ce que tu as vu jusqu'ici, mais tu lâches prise. Et alors, c'est génial parce qu'au moment où je prends cette décision-là, on rentre dans la nature. Et là, il y a exactement ce genre de cinéma que j'aime beaucoup, que moi-même je me fais quand voilà, je vais me balader, mes yeux sur une caméra, le fameux l'homme à la caméra. Hein, Artaud, tu sais de quoi je parle aussi. Et tu fais ton propre film quand tu as envie de contempler autour de toi. Et ben, la deuxième partie, c'est ça. Mais en gardant en tête le premier plan du film, qui pour moi est la clé. Après, tu peux interpréter tout ce que tu veux dessus. Bien sûr, on reviendra sur l'un des derniers plans du film, assez merveilleux quand même, mais complètement sorti, on ne sait pas d'où. Le premier plan du film, qui d'ailleurs un plan qui dure, parce que c'est un film avec pas beaucoup de plans fixes où ça dure. Tu l'as dit, il doit y avoir une dizaine de plans dans le film grand max. Eh bien, elle se réveille. On ne sait pas, d'ailleurs, si elle se réveille. Elle entend ce bruit, qui est assez fort. Le travail du son, le film est bercé d'un travail du son minutieux. Et aussi, dans le film, de façon méta, on voit le travail du son avec l'ingénieur. Scène remarquable. On voit le son. Sur cette scène-là, on voit le son qui prend forme, même sur une sorte de courbe comme ça. Ceux qui travaillent le son le savent, une courbe qui descend, parce que poum, ça fait comme ça. Ben là, on ne le voit pas, parce que c'est un podcast, mais poum, ça descend. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose derrière le son, quoi. Et donc, ce début de film, tu es déjà dans le truc. Tu sais pas si elle a réveillé ou pas, si elle dort encore, si elle n'arrive pas à dormir, hein, de ses propos face à un médecin. Le moment drôle du film, d'ailleurs, hein, ce docteur de campagne qui lui présente Jésus à la fin pour la guérir, c'est marrant. Tu ne sais pas si elle est vraiment réveillée ou s'il est dans une sorte de cauchemar d'une femme expatriée qui est déracinée. On ne sait pas, avec le deuil, parce que visiblement, elle a perdu quelqu'un qui lui est proche, je ne sais pas si c'est son mari, etc. Il y a sa sœur qui n'est pas bien en point. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est dans une sorte d'errance, et nous avec, mais nous, on l'accepte. Et en fait, on va regarder si le personnage accepte ou pas son errance durant tout le film. Alors, c'est super intéressant tout ce que tu développes là, Jules, parce que du coup, donc ce qu'on se disait en off, c'est que toi, c'était ton premier Veracita Cool, oui. Alors que Artaud et moi, on est plutôt habitués à ces formes, on est plutôt habitués à ces motifs, etc. Et en fait, je crois que le plus intéressant, c'est de revenir et de plonger dans cette décision que tu as prise. En fait, l'idée de « je bascule avec le film », qui arrive en plus à point nommé, puisque après cette scène d'interlude musical, tu as le plan le plus symbolique qui, pour le coup, lui dure très peu de temps, d'une grande boîte, alors en glace, bon, on ne sait pas exactement ce que c'est, ce qui ressemble vaguement, je suis loin d'être le premier à le dire, aux installations que Veracita Cool fait par ailleurs, oui. Et c'est pas qu'elle traverse, elle traverse le plan, mais je veux dire, elle passe à côté de la boîte, et c'est littéralement un geste très très épuré de bascule vers la deuxième partie du film, puisque le plan suivant, c'est le plan où elle est dans la voiture et elle se dirige vers la jungle. Bon. Ce qui est très intéressant, du coup, c'est de questionner, je pense, ce rapport de à quel moment est-ce que tu bascules devant un film qui manifestement t'invite à lâcher prise. C'est-à-dire que là où Memoria est différent des autres films de Veracita Cool, c'est que il paraît beaucoup plus agité, beaucoup plus concerné par quelque chose de sourd.
justement. Là où les autres films étaient beaucoup plus oniriques, beaucoup plus fantastiques, je veux dire au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on voyait littéralement des fantômes, des esprits, etc. Là, c'est beaucoup plus brutaliste. Au sens architectural qu'on avait déjà relevé sur le Dune de Denis Villeneuve, etc. Et c'est un film qui semble être habité par une forme d'inquiétude. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je l'ai vu avec plusieurs profanes aussi, pour reprendre ce terme un peu pompeux, mais ils n'ont pas eu des réactions similaires. Je veux dire, il y en a certains qui ont été un rejet profond. Il y en a d'autres qui ont été tout de suite fascinés. Il y en a qui ont dit c'est pas pour tout de suite. Je pense que je vais attendre de grandir un peu en cinéphilie. En fait, ça m'intéresse de savoir comment tu as réussi à plonger dedans, alors que c'est un film qui, à mon sens, parce que je connais le réalisateur et que je peux pas avoir le regard de quelqu'un qui ne le connaît pas, paraissait peut-être plus inquiet, encore une fois, peut-être un peu moins doux qu'à l'accoutumée. Et pourtant, tu as réussi à quand même te glisser à l'intérieur. Et ça m'intéresse. Surtout que tu parles aussi de méditation, de ce qui s'est passé après la séance, etc. Alors, c'est parce que déjà, un film comme ça, il faut qu'il ait une ouverture qui marque. Il y a quelque chose dès la scène d'ouverture qui m'a personnellement fasciné. Il y a quelque chose, voilà, ce son et la façon dont il fait durer ces scènes. En plus, quelques jours auparavant, j'avais revu Stalker de Tarkovsky. Il y a cette idée-là. On prend le temps, on entre aussi quelque part, on ne sait pas trop où, pourquoi, c'est pareil. Et bon, tout le début un peu urbain, enfin la première partie un peu urbaine, tu te poses des questions, tu es obligé de te poser des questions quand même. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui va lui arriver à cette dame? Tiens, il y a sa sœur, puis après on revoit sa sœur, on comprend trop pas pourquoi avec cette histoire de dîner, bon, on y reviendra très vite. Je crois que d'ailleurs, à partir de là, allez, j'y vais, on peut ouvrir la zone spoiler, on peut tout dire ce qu'il y a dedans, même si en soi, on pourrait tout savoir ce qu'il y a dans le film, mais le découvrir, j'ai envie de dire, c'est bizarre ce que je dis, de la même façon, avec la même force. Et même le revoir avec peut-être plus de force derrière. Et voilà, donc cette scène où elle revoit sa sœur à un moment qui va mieux, et c'est là où je me suis posé la question, je gardais l'intellectualisation du film encore un peu à ce moment-là. Tiens, c'est marrant, le temps semble pas linéaire, on a l'impression qu'elle revient dans son passé où sa sœur allait bien. Ce qui est possible. Parce que d'ailleurs, elle parle du chien qu'elle a vu en rêve ou je sais pas quoi, la sœur se rappelle pas, c'est comme si elle ne lui avait pas encore parlé de ça. C'est bizarre en fait. C'est comme si elle naviguait un peu dans ses souvenirs. Là, je me suis dit, tiens, c'est un film où en fait, peut-être qu'elle vit une expérience où elle dort encore, elle se souvient et elle va naviguer là-dessus. Ou elle est en train de mourir, expérience de mort imminente. On peut imaginer ce qu'on veut. Je me suis dit cela à ce moment-là. Ce qui est tout d'ailleurs une interprétation possible du film si on veut. Si on veut en donner une, ce qui n'est pas évident de vouloir en donner une d'ailleurs. Et donc il y a ça. Et je me suis dit, ouais, là, on va nous perdre un petit peu, etc. Et après, il y a cette interlude musicale. Avec le moment avant aussi le passage avec l'ingénieur du son, moi j'ai trouvé ça remarquable parce que même si je suis pas ingénieur du son et tout, j'ai déjà vu des gens travailler là-dessus. Il y a une construction. La scène, elle est à la fois ludique et absolument, je sais pas, folle. L'idée de se rappeler du son pour le reproduire. On en entend des sons tous les jours. On entend des sons dans la rue et tout. Qui serait capable de se rappeler vraiment comment reproduire un son? Ça aussi, c'est très délicat. Le côté un peu fantastique du film, c'est qu'elle arrive à retranscrire et à se rappeler du son qu'elle a vécu. Mais c'est intéressant parce que tu viens de faire. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire et c'est moi qui n'ai pas compris ou si c'est une erreur, mais tu viens de faire une erreur en disant que la scène de l'ingénieur était après celle du restaurant. Alors non, elle est avant. Elle est avant. Je suis revenu. Oui, voilà. J'ai fait aussi mon temps. Mais voilà, mais c'est intéressant parce que on avait dit sur je sais plus quel film, je crois que c'était Licorice Pizza, que on pouvait mettre les scènes un peu dans n'importe quel ordre parce que c'était des sortes de cartes postales. Bon, là, Verastegui propose des ambiances différentes à chaque scène. Je vous avais dit aussi en off le rapport que je faisais avec The Return, la saison 3 de Twin Peaks, où il y a des épisodes où, pareil, on ne sait pas quand on intègre un lieu si ça s'est passé avant, après, la scène précédente, si la scène d'après va être dans une même continuité temporelle, etc. Dans Memoria, il y a un peu cette idée-là, mais, et c'est ce que je trouve génial, et là je reprends complètement l'observation qu'avait fait Bégodeau dans La Jeune Occasionnée, c'est que c'est pas qu'une question d'espace, qu'une question de temps, c'est aussi une question d'espace. C'est-à-dire que cette espèce
espèce de lieu intermédiaire qui est à la fois une morgue et un hôpital et peut-être une université, parce qu'il n'y a jamais ce fameux plan de façade où il y aurait un marqueur concret de je rentre dans un espace, donc je sais dans quoi je m'investis. Et en fait, il n'y a pas de marqueur ni pour l'espace, ni pour le temporel, ni même pour le narratif tout court. C'est-à-dire que on te propose littéralement, c'est une proposition absolue, des ambiances avec des différents phénomènes. Il y a une approche phénoménologique, je pense, à avoir du film. Et derrière, tu en tires ce que tu veux avec ou ton intellect ou ton imaginaire. Mais ça reste, encore une fois, le mot-clé pour moi reste celui d'invitation. Oui, puis avant de donner la parole à Artaud, parce que Bien sûr. ce basculement, et c'est là où on se pose même plus les questions, quand elle va rencontrer le fameux pêcheur ou l'écarisseur de poissons, je sais pas trop quoi, là, un certain Hernan, bon, allez, au hasard, il s'appelle exactement comme l'ingénieur du son, et moi j'ai trouvé ça, bon, ça peut être un hasard, après tout, des Hernan en Colombie, à mon avis, vous en avez des milliers. Mais là, je me suis dit, bon, on a compris, il y a quelque chose où ça joue. Et moi, je pris le parti pris d'emblée que ce Hernan Pêcheur était l'ingénieur du son. C'est une même personne. Est-ce vraiment une personne? Là, c'est la question. Et là, on va en arriver donc pour tout ce final où ils s'échangent leurs souvenirs, où le son bourdonne. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dessus. On part ailleurs, quoi. C'est d'ailleurs une autre forme d'expérience transcendantale à ce moment-là, mais avec le son. Et donc, à un moment, le vaisseau extraterrestre camouflé dans la nature, qui est un plan que notre cher ami Artopolis a choisi pour, on va dire, illustrer son film préféré de 2021, qui est Memoria, dans un thread Twitter sur les films par année. Et Arto, moi je veux t'entendre là-dessus. Qu'as-tu ressenti et comment extériorises-tu avec des mots ce plan-là particulièrement, qui paraît totalement sorti de nulle part, et pourtant qui peut faire sens quand même. Ben justement, en fait, dans la salle de cinéma, il y avait voilà, le film se déroulait tel quel. Je savais rien du film. Et j'étais déjà dedans, en fait. Tu vois, j'étais déjà fasciné par ce que je vivais à l'écran. Et là, il y a cette partie qui arrive. Et là, je pense que le film a passé un cap supplémentaire. C'est-à-dire que, voilà, là, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus intérioriser ce que je voyais. J'étais prisonnier du film. Et en fait, comment dire, c'est comme tu sais, dans les films, il y a ce qu'on appelle un climax. Donc, le climax, c'est censé être l'explosion. Voilà, dans les gros films à budget, les films à gros budget, tu sais, c'est le moment où le film met à fond, voilà, bouffe son budget dans 2-3 séquences. Par exemple, des séquences d'explosion, je sais pas. Ben là, on a plus qu'un climax, on a une espèce de révélation, quoi. Vraiment, il y a quelque chose de, je sais pas. Déjà, il y a peut-être la plus belle manière de filmer un vaisseau spatial que j'ai pu voir depuis très longtemps. C'est-à-dire que en plus, c'est amusant. Tu parlais de quelque chose qui sortait de nulle part. C'est littéralement ce qui se passe dans l'écran, puisqu'en fait, c'est quelque chose moi, j'entends le bruit. Je sais pas d'où ça vient. Je vois de la fumée qui sort, voilà, de la Terre, comme si la Terre était en train de se fragmenter. Et on voit cette espèce de forme bizarre qu'on avait déjà remarqué avant, mais qu'on ne remarquait pas trop parce qu'elle était de côté, qui s'élève, qui forme un vaisseau et qui s'envole. Là, j'étais comme ça. Sans voix. J'avais la bouche ouverte, je ne savais plus quoi dire. Parce qu'en fait, je pense même qu'on s'en fiche littéralement de l'interprétation de ce plan, parce que c'est simplement ce qui dégage en termes de sensations qui même prévaut, parce que mais même aujourd'hui, tu vois, c'est difficile de pouvoir D'ailleurs, c'est tellement incroyable que on s'attend pas à avoir une réponse sur le son du début, voilà. Mais Vers Cool décide de nous en donner une quand même, qui n'est pas vraiment une réponse, puisque ça apporterait énormément d'autres questions dans tous les sens. D'ailleurs, le placement de cette scène, on pourrait croire que c'est dans une sorte de présent. Non, à mon avis, c'est dans le passé, c'est en lien avec les cadavres excavés qui ont 6000 ans. À mon avis, il y a un jeu là-dessus. Et
comme on le disait en off, pour moi, le temps est dilaté. Il y a pas un temps linéaire. Moi qui suis en train de lire le 3e tome de Dune, là, c'est en plein dedans, quoi. T'as l'impression que, en fait, avant de voir le film, on a pris un peu d'épices et on voit à la fois le passé, le présent et le futur, si on veut. Et je pense que l'idée, elle est là. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, on voit la nature qui respire, avec des pulsations. T'as l'impression que c'est une expérience, comme si ils avaient pris de la drogue aussi. On va avoir plein d'idées là-dessus. Je voulais revenir sur un truc parce que tu évoquais Dune, moi aussi je l'ai cité sur le côté architectural. J'ai dit dès le début que c'était assez intimidant de parler de Memoria. Bon là on voit qu'on peut de toute façon partir dans tellement de directions qu'on pourrait faire un live assez long dessus. Je tiens à remercier quand même Corentin Lé de Criticat qui était intervenu chez Samir et qui m'a pas mal aussi aidé sur l'interprétation et puis enfin d'ailleurs pas que l'interprétation mais plus sur le côté vraiment plastique et analytique du film. Je reviens sur cette notion de délicatesse d'en parler parce que depuis tout à l'heure je trouve que voilà on reprend beaucoup de alors il peut y avoir des choses qui émanent de nous, mais je trouve que beaucoup de ce qu'on a dit a en fait déjà été dit, et en même temps, à chaque fois que ça a été dit, c'est toujours dans ce même ton délicat. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est très peu à réussir à sérieusement mettre des mots en fait sur l'expérience que c'est. Que j'ai pu écouter à droite à gauche, que j'ai pu lire des articles à droite à gauche, je me dis ce n'est pas descriptible dans la mesure où c'est une expérience rare. Donc on ne peut pas vraiment faire de rapport ou de rapprochement très cinéphilique avec beaucoup d'autres genres de films, beaucoup d'autres gestes artistiques, puisque c'est très singulier. Et pour finir sur ce virage-là, ouais, Artaud, tu parlais du plan sur l'extraterrestre, et j'ai perdu mon idée. C'est marrant que tu dises l'extraterrestre d'ailleurs, le vaisseau. Oui, parce que du coup, on ne sait pas. Est-ce que Hernan, le vieux pêcheur, serait un extraterrestre? C'est ça que tu disais aussi, potentiellement. Oui, aussi, oui. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on a tendance à vouloir aller très vite vers l'exégèse, vers un côté interprétatif, parce que c'est vrai que le film il y invite, encore une fois, voilà, ce terme d'invitation que je reprends aussi à Corentin. Mais en fait, ce qui m'avait beaucoup captivé en fait dans l'analyse qu'ils avaient fait sur le Atari, sur la vidéo qu'ils avaient fait avec Josué et j'ai perdu le prénom du 3e intervenant, c'est que c'est un film qui est très précis. C'est-à-dire que c'est facile d'aller, je pense, vers beaucoup de terminologie métaphysique, d'aller vers tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, ce qui est évident. Je veux dire, c'est une invitation au voyage. Mais j'aimerais venir sur ce point délicat de la mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène est beaucoup plus mathématique et géométrique et très travaillée, très précise qu'on veut bien l'entendre d'habitude. C'est-à-dire que Verastakul, c'est un cinéaste qui fait peur, alors qu'il ne devrait pas faire peur, parce que ces films sont encore une fois des films très doux, qui sont très, très calmes, mais il fait peur dans la mesure où on se dit, bon, ça va être fumeux, on ne va pas comprendre. Bon, en effet, on ne va pas comprendre. Et en même temps, ce n'est pas tellement l'objectif. Je veux dire, d'ailleurs, pas vraiment une question de compréhension. On ne peut pas expliquer précisément ce qui se passe dans le film ou expliquer une interprétation précise, mais comprendre un film, c'est le prendre avec soi. Et c'est une expérience que tu ne peux que prendre avec toi. Parce que, alors, tu peux y rester extérieur, parce que c'est un film très silencieux, c'est un film où il y a très peu d'action, donc il te met face à toi-même. C'est que c'est déstabilisant de se retrouver devant une expérience visuelle où tu te demandes ce que tu es en train de vivre. Bon, si tu es à l'aise avec, comme tu le disais tout à l'heure, Jus, tu bascules. Et quand tu bascules, c'est là qu'intervient tout le phénomène, en fait, Memoria, quoi. Ouais, mais c'est vrai que tu parlais de la mise en scène, ça a l'air de rien, j'ai envie de dire comme ça. Hop, je pose ma caméra et hop, on laisse tourner pendant 10-15 minutes. Bon, déjà, d'une chose, la précision des acteurs, tout ça, il y a tout un travail derrière, parce que, bon, j'imagine, j'en sais rien, mais qu'ils ont fait plusieurs fois la scène et qu'il a gardé la même prise, ou pas, on ne sait pas. Mais même dans ces plans fixes-là, il y a tout un travail en amont de savoir comment placer. Et il a pris le temps, je pense, de regarder en détail ce qu'il y avait derrière, sur les côtés, pour voir ce que l'ensemble allait pouvoir raconter et comment il allait faire évoluer certaines choses aussi. Absolument.
Je Absolument. n'ai pas un exemple précis en tête, mais si, quand on arrive près du pêcheur dans le ruisseau, là, Ah oui, avec le ruisseau à côté, tu as tout. Tu as le background. Et même, j'ai repéré qu'il y avait des changements de ton. Alors, est-ce que c'est le mouvement des nuages qui fait ça? Probablement. Hein. Et il y a une poésie qui se fait. Il y a un changement d'éclairage presque. Bon, là, c'est la Complètement. magie du moment, parce que ça dépend quand il a tourné et tout, pourquoi pas. Mais voilà, il a passé le truc là, avec la récurrence du son et cette rencontre. Artaud en off parlait de rencontre du troisième type Oui, de Steven oui, Spielberg. complètement. Sachant qu'avant d'arriver là, elle passe des barrages, etc. C'est vrai qu'on est exactement ça. Il y a tout ce build-up avant, puis elle finit par elle-même lâcher prise. Une fois qu'elle a réussi à quelque part avoir ce lâcher prise, comme nous, quand on a fait la bascule au milieu du film, elle arrive à rencontrer une personne qu'elle peut comprendre à ce moment-là. Et d'où l'interprétation de ce personnage qui est assez fascinant, ce pêcheur, qui pourrait être donc une autre incarnation, voire pourquoi pas une réincarnation, tiens, de l'ingénieur du son, ou alors une autre incarnation extraterrestre, on ne sait jamais, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas dans X-Files, pourquoi pas. Et cette rencontre-là, elle est folle, parce que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est complètement différent, qui vit complètement à l'écart, mais même qui est humain, peut-être plus humain d'ailleurs que les humains, sans être humain lui-même, raconte des choses, et à un moment, elle veut qu'il dorme, parce qu'elle, elle ne dort pas, lui, il peut dormir sur commande, il ne rêve pas, soi-disant. Et quand il dort, il meurt. Techniquement, il meurt. Et c'est là où le temps, d'ailleurs, se dilate, parce que ça dure quoi, la scène, je sais pas, dure 5 minutes, il doit dormir 5 minutes. ouais, au moins, oui. Et en fait, on voit les mouches qui arrivent, c'est comme s'il dormait, qu'il était mort pendant des heures. Et c'est là où je me suis dit, de toute façon, sans intellectualiser, oui, le temps, tout ça, on ne sait pas, passé, futur, réalité, rêve, on s'en fiche. Il a une expérience. Et je pense que c'est ça, c'est l'expérience de voir, de ressentir sur le moment ce qu'il veut nous donner, ce que la vie veut nous offrir aussi, quelque part. Alors, je ne sais pas si tu voulais réagir, Artaud, mais sur ce que tu viens de dire, Jus, on n'a pas envie d'intellectualiser où on a envie. Après tout, chacun est libre de le faire. Mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment insister dans ce dialogue sur le côté expérimental et sur l'envie, donner l'envie à chacune des autrices ou chacun des auditeurs de se plonger dedans. C'est vrai que le rapport avec Rencontre du troisième type, le rapport avec une certaine mythologie Spielbergienne, mais pas que, parce que je veux dire, en soi, j'étais en train de réfléchir hier au film et à la cartographie de film qu'il y a autour de ce contact extraterrestre, donc que ce soit le contact de Zemeckis, le premier contact même de Denis Villeneuve, même si j'ai beaucoup plus de réserves sur ce film-là, etc. Et chacun a une approche différente. Moi, c'est vrai que le film duquel j'ai envie le plus de rapprocher Memoria, c'est 2001, puisque comme on est du coup largement dans la zone spoiler, cette idée de plan extraterrestriel, en fait, vous l'aviez évoqué en off, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais détecté dès le début, mais hier je me le suis dit aussi, c'est peut-être un plan flashback. Bon, et de fait, ce serait une invitation à l'idée que la rencontre extraterrestre, si elle a eu lieu il y a longtemps. Et c'est une lapalissade de le rappeler, mais Vera Stakul croit très largement à la réincarnation, au fait que les âmes voyagent de corps en corps et se réincarnent. Il l'impose pas spécialement dans ses films, c'est simplement admis. Et après, que nous, on y croit ou pas, c'est libre à chacun de le faire. Mais Hernan, et ça c'est l'axe qui, analytiquement, en tout cas en termes d'interprétation, m'intéresse le plus, se décrit comme un disque dur, comme une espèce d'être, alors pas tout à fait humain, qui serait comme capable de capter la mémoire du monde. Il dit d'ailleurs qu'à travers une pierre, il arrive à ressentir des vibrations qui lui rappellent un événement passé. Et Jessica en face serait une antenne. Et alors ça m'intéresse parce que le fait d'être antenne, le fait d'ouvrir nos sens, le fait d'être en fait là c'était encore une fois Bégodeau qui prenait cette métaphore d'être une caméra sensation ou une caméra vibration, je ne sais plus exactement, caméra réceptrice qu'il utilisait, cette idée de le personnage, le spectateur, la caméra, en fait c'est la même chose, on capture quelque chose. Moi ça m'intéresse quand tu parles de cette balade que tu fais après le film, parce que littéralement c'est des films qui te resynchronisent avec le réel autour de toi. C'est pour ça que c'est un film si précieux à mon sens. C'est pas un film qui te permet de t'échapper dans un monde imaginaire, même si j'adore ça et j'adore les histoires. Mais là,
comme tu le disais, l'histoire n'est pas importante. C'est une expérience qui ouvre tes sens et à partir de laquelle tu ne peux plus percevoir le réel de la même manière après. En tout cas, si tu t'es laissé faire. C'est très vrai. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est un film d'une richesse et d'une simplicité à la fois assez remarquable. Et je rajouterais même quelque chose. Le personnage principal, c'est un peu aussi Vera Setacool, qui est le réceptacle ici Bien des sûr. émotions de son spectateur, de ses spectateurs, et il les retransmet comme ça. Et c'est intéressant que tu dises l'histoire, disque dur, il ressent les pierres, les fleurs et tout, sachant Oui, que elle, en plus, elle est plus ou moins botaniste, bon, c'est pas tout à fait le terme, tout à fait. etc. Et que l'écho du son, le son de ce vaisseau, voilà, ça pourrait aller avec l'idée qui vient du passé, où il se serait imprimé dans les fleurs, les pierres, à travers les âges. Et elle reçoit ça des générations, des milliers d'années après. Et elle va à la quête de la source de ça, pour comprendre l'existence et pour profiter de l'existence. Et elle, on la voit, elle est déprimée, elle a eu un deuil, sa sœur malade, elle ne dort pas. En fait, elle reprend connexion avec la vie, elle apprend à vivre. Peut-être que pour la Ouais. première fois, elle vit en fait. Il y a une expression que j'ai inventée derrière, après la vision du film, c'est que j'ai l'impression que beaucoup aujourd'hui de notre génération, de notre époque, bon, c'est un grand terme très pompeux, mais appartiennent à cette espèce de génération Xanax. J'avais pris ce terme-là. En fait, le côté, bon, en fait, on est tous un peu sonnés, on ne sait pas très bien vers où on va, et il s'agirait de se réveiller. Et c'est vrai que là où les autres films de Vera Setacool sont plutôt des voyages vers le rêve, vers le sommeil et vers un apaisement, celui-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que brutalement, il y a un réveil. Et c'est à partir de là que tout le film se découle. Et l'idée du Xanax qu'elle finit par aller chercher, parce que elle se dit qu'elle est folle, elle commence à avoir cette hypothèse. D'ailleurs, il y a cette scène si touchante où elle est en train de manger un sandwich avec Jeanne Balibar et elle dit je crois que je deviens folle. Et Balibar lui répond moi aussi, mais c'est pas grave, il y a pire. Et finalement, en fait, elle arrive devant le médecin qui lui dit peut-être que le Xanax, c'est pas une bonne idée parce que ça va t'empêcher de voir la beauté du monde. Alors là, tu te dis pourquoi pas. Puis derrière, elle lui donne un prospectus prosélite. Tu fais attends, de quoi il s'agit là? Donc, elle finit par avoir les cachets. Elle va voir Hernan. Il lui dit moi, j'en ai pas besoin. Et c'est là qu'il y a le véritable éveil spirituel. Et c'est pas par prosélytisme, c'est pas par quoi que ce soit. C'est juste là, dans le réel, capture la beauté de ce monde, capture la magie, capture le sensationnel. Et du coup, elle a passé le film un peu en mode rêveuse dans un semi-sommeil qu'elle n'a pas. Et elle se réveille. Et là, on en revient à Dune encore. Hein, The Sleeper Must Awaken. Exactement. Décidément. Oui, c'est vrai. Aussi bien. Ouais. Non, mais voilà. Il y a des belles connexions à faire sur diverses fictions. Mais, et puis là, bon, tiens, j'ai envie de poser la question avec Artaud avant d'aller sur la conclusion. Peut-être, on ne sait pas, on verra. Toi, qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu as vécu tes minutes après les différents visionnages d'ailleurs? Est-ce que tu as senti quelque chose de différent toi aussi ou... Parce que j'imagine que ça va être difficile de sortir de la salle de cinéma après ce film. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs. Oui, effectivement, en plus, c'était un. Disons que je suis sorti du film, je suis allé voir l'après-midi. C'était un lundi, je m'en souviens très bien. Et si tu veux, après j'avais un cours avec je donne des cours en fait de philosophie. Et ça me faisait chier en fait d'avoir un cours de philosophie parce que déjà j'étais dans un moment où je voulais plus me poser de questions du tout, tu vois. J'étais dans une espèce de truc de transe. En plus, j'avais pris la voiture après. Je regardais devant moi, mais j'étais un peu encore en transe, en espèce de sensation de voyage. Surtout qu'il y a un truc assez formidable, c'est les derniers plans aussi du film, où c'est vraiment les premiers plans de la nature, mais de très loin. Parce que dans ce fameux plan qui crée l'espèce de transition entre le passage où elle va retrouver le pêcheur, il n'y a pas vraiment de plan de très loin de la nature, puisqu'en plus c'est tourné en Colombie, je crois, c'est ça? Oui. Oui. Donc on n'a pas de plan de la nature environnante colombienne, et c'est vraiment à partir de cette fin où on a des plans très larges, parce que même le plan où elle s'approche du ruisseau, c'est un plan plutôt rapproché, qui certes est assez large, mais
mais pas un plan large de nature environnante. Et j'ai trouvé ces plans très doux, très beaux. En plus, on la voit plus après l'apparition du vaisseau, il me semble. On la Non, voit non. plus. On voit que le pêcheur, ce qui est assez Ouais. intéressant. Comme si elle était partie en voyage avec le vaisseau aussi. Bah, c'est intéressant parce que pour conclure sur les derniers plans du film aussi, là encore, je suis évidemment pas le premier à y avoir pensé, mais beaucoup ont fait le rapprochement entre comment dirais-je, l'intrigue de Memoria et puis celle de Blow Up, de Conversation secrète, oui. de Blowout, avec cette idée de on va chercher à scruter un son. Alors dans Blow Up, c'était une image. Dans Blowout ou Conversation secrète, c'est aussi autour du son. Et c'est en fait une quête existentielle qui finit par redéfinir le rapport au réel, le rapport au cinéma, le rapport à l'image, etc. Et en fait, la fin de Memoria, les derniers plans, me laissent dans un état de béatitude assez semblable à celui d'Antonioni, enfin de Blow Up, avec la scène, bien sûr, la balle de tennis invisible et le parc. Et donc, cette espèce de rapport entre le personnage et le vide existentiel face auquel il se confronte. La différence, c'est que Blow Up, c'est un film de 67 et celui-là, c'est de 2022, donc on n'est pas tout à fait à la même époque. Et ce sont deux époques qui sont quand même habitées par ce même sentiment d'inquiétude, de paranoïa, de pas forcément, encore une fois, pas forcément de quiétude et d'apaisement. Et pourtant, et c'est là la magie de Vera Stakoul, et c'est pour ça que c'est un cinéaste qui est peut-être à mes yeux parmi les plus précieux, si c'est pas le plus précieux aujourd'hui, c'est que justement je finis apaisé après Memoria. Devant Blow Up, j'ai envie d'interpréter, j'ai envie de voir d'autres films, j'ai envie de creuser intellectuellement. Devant Memoria, bon, j'ai aussi envie d'intellectualiser, mais pas que. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi une expérience physique. Et c'est vrai que finir sur ce ciel qui s'ouvre et ces espèces de bruits de radio qui rappellent peut-être pour moi la plus belle scène du film, qui est celle où ils se tiennent la main dans la chambre, et là ils entendent en fait les sons environnants et que ça devient complètement c'est magique. C'est magique. C'est-à-dire ce plan-là qui dure peut-être 4, 5, 6 minutes, enfin je m'en rends pas compte, magnifique. Franchement, le travail du son sur ce moment-là est absolument fou aussi. Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est entre fascination et on est presque assourdi. C'est à la fois agréable et désagréable. On ne sait pas trop. Et on ne sait pas si c'est des sons alentours ou si c'est des sons de souvenirs. Tout se mélange, t'as l'impression. C'est très juste. C'est très juste. Puis en plus, on parle d'apaisement, mais s'il y a un autre cinéaste qui arrive à faire ça, qui le faisait très bien, c'est Tarkovsky. Parce que je sais pas vous, mais à la fin de Stalker, par exemple, la première fois que j'ai découvert, j'étais apaisé en fait. J'étais profondément apaisé. Et même la fin du sacrifice, même si c'est plus inquiétant pour certaines choses, il y a un truc avec la fin du sacrifice qui, moi, me marque toujours, c'est ce fameux panneau où Tarkovsky s'adresse littéralement au spectateur, où il y a un mot, je précise pas parce que juste tu l'as pas vu, et moi j'étais entre les pleurs et l'apaisement, et je pense que ce qui est assez fort aussi dans Memoria, c'est que moi j'étais entre ces deux-là aussi. J'avais la larme à l'œil quand même, mais c'est pas une larme de tristesse, c'est une larme de fascination. C'est fou, ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui m'arrive sur certains films, les Tarkovsky, Blade Runner, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais vraiment des larmes là, je me rends compte que j'ai vu un truc qui allait redéfinir un peu ma vie, quoi. Bah oui. Et c'est vrai qu'en voyant Memoria, ce fameux plan du vaisseau, c'est ça en fait, c'est cette espèce de. Mais déjà dans le film, il y avait un truc formidable, c'est cette fameuse séquence de modulation du son, où il recrée un son à partir Bien sûr. Bien sûr. Et c'est amusant parce que tout à l'heure, on disait qu'on avait effectivement du mal à expliquer l'expérience, et je trouve quand même que cette scène explique très bien ce qu'on ressent nous-mêmes en tant que spectateur, parce que Tilda Swinton, Jessica, a elle-même du mal à reproduire le son. Et je pense qu'on aura toujours du mal à reproduire Memoria. Oui. De toute façon, c'est là. Moi, c'est ce que je pensais avant de commencer ce dialogue. C'est que je trouve ça touchant finalement qu'on soit tous les trois en visio en train de raconter un truc
qu'on a En vécu visio pour chacun de nous. notre côté. En En visio visio pour nous, pour le nous, spectateur. le spectateur reste, enfin, Oui, on se voit, là, c'est auditeur. vrai. On est Mais on brise le 4e mur. Nous voyons. exactement. Et en fait, c'est étonnant parce que bon, on fait ça souvent de parler de films, je veux dire à droite à gauche avec d'autres. Bien sûr. Mais là, sur un film aussi, enfin, devant lequel on peut avoir une expérience totalement intime, c'est-à-dire que le film te prend pas par la main parce qu'il te fait confiance, pas parce qu'il te veut du mal. Et donc le fait de se dire qu'est-ce qu'on a vécu devant, c'est comme si on ressortait d'un espèce de coma ou vraiment une expérience spéciale, quoi, et qu'on se disait bon alors toi ça va, tu t'en sors, t'en es revenu, tu vois. Et bien sûr, c'est l'alarme que tu as eue, elle est entre, enfin j'imagine, hein, je ne peux pas parler pour toi, mais entre de l'admiration, de la fascination, Oui. un épuisement aussi, parce que c'est vrai que c'est un film qui est à la fois lourd, léger. C'est un film lourd, dense, et en même temps, il s'y passe pas grand-chose. Donc, ça n'est lourd que parce que, encore une fois, il te met face à toi-même. Et puis, c'est un film qui, moi, personnellement, m'a lavé le cerveau. Moi, j'avais plein de choses en tête avant de le lancer, comme tout le monde, hein. Il n'y a plus Voilà, rien. on connaît nos vies et tout, hein, mais après le film, voilà, j'ai rien fait de concret pendant 30 minutes. Après, je me suis baladé, j'ai un peu lâché prise sur pas mal de trucs. Bon, après, évidemment, on reprend Bien sûr. connexion avec des choses derrière, mais c'est un film, je pense, qui peut être bienfaiteur pour pas mal de choses. Oui, presque thérapeutique, ouais. Ah ben il y a une forme, Oui, c'est vrai oui. qu'il y a une forme de thérapie, la thérapie par le cinéma, la thérapie par une forme de cinéma expérimental qui se rapproche d'une forme d'hypnose aussi par moment, pour te faire révéler ce que tu as au fond de toi et te débarrasser de certains superflus. Et c'est très Complètement. difficile dans notre monde d'aujourd'hui où tout va trop vite, à l'image du cinéma actuel, un peu blockbuster, il faut que ça aille dans tous les sens, avec plein de trucs, on va pas citer de films comme ça, mais où on remplit Ouais, les complètement. plans de plein de choses, souvent rajouté en CGI, enfin, c'est même, enfin, par moments, ça sort même du cinéma en soi, hein. C'est du collage, quoi. Complètement. Et là, on a la simplicité de plusieurs plans fixes qui durent. Et c'est ça la vie. On se pose, nous, on regarde autour de nous. Ben oui, si on a envie de prendre le temps, eh bien, on prend son temps. Ben, ici, ce film décide de le faire. Mais Et très peu de films le font de nos jours, hein. oui. Après, Artaud, tu citais Blade Runner, bon, mais même Stalker d'une autre manière, c'est des films plus évidemment de genre. Mais Memoria, c'est aussi un film de genre. C'est bizarre à dire parce que c'est un film extrêmement intime, intimiste, qui n'a pas du tout le format occidental / hollywoodien. Mais quelque part, il y a cette accroche-là, il y a cette intrigue derrière. Je veux dire, c'est pas des plans poseurs pour être des plans poseurs. Il y a toujours en tension quelque chose qui relève du rapport entre le réel qu'il capture et l'imaginaire qu'il investit. Et moi, c'est cette alchimie-là que je trouve admirable, touchante, impliquante en fait, et stimulante. Et c'est pour ça que si je pouvais, de toute façon, je vais, je sais, encore une fois, hein, je l'avais dit en off, c'est une Arlésienne, je veux monter une chaîne YouTube, et je sais que un des objectifs que j'ai, un des lanceurs en fait que j'ai, c'est de pousser un maximum de personnes à transcender quelque part la barrière qu'il y a entre ces deux putains d'écoles de cinéma de genre, cinéma d'auteur, ce qui n'a aucun sens. Parce que voilà, devant ce film-là, bon, il y a un moment, faut lâcher prise. Je veux dire, oui, il y a du fantastique, il y a des évocations mythologiques, et non, c'est pas strictement un film de genre en tant que tel. Et pourtant, on y vit quand même quelque chose. Alors oui, c'est pas un film qui va très vite. C'est pas un film de la vitesse. C'est pas un film qui est dans une stimulation des sens. Comment dirais-je, j'ai pas le terme qui me vient, mais bon, c'est très calme. C'est très calme. Mais la stimulation, tu l'auto génères, quoi. Et encore une fois, je retombe sur ce côté de bascule, quoi. Le moment où tu lâches prise et tu laisses le film t'habiter. Je pense que là, c'est exactement ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Arthur? Oui, mais ce sont une conclusion, mais on est déjà dans une forme de conclusion qui n'est jamais finie. C'est un peu ce qui est Memoria d'ailleurs. C'est ça. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose de plus intime. Mais effectivement, moi, mon rapport au cinéma, c'est ce que j'aime le plus. C'est comment le cinéma arrive à justement ouvrir une porte vers autre chose. Et
et vu que j'ai évoqué en off l'inspiration qu'a pu avoir Memoria sur mon court-métrage, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup retrouvé dans le film par rapport à mes propres ambitions esthétiques, parce que les fameuses séquences oniriques qui peuvent se dérouler dans les courts-métrages que je fais ou dans les productions que je fais sont vraiment faites dans cette idée-là de passer une porte et d'ouvrir. Voilà. Et moi, ma référence principale par rapport à cette métaphore-là en termes de cinéma, ça provient de la prisonnière du désert de John Ford. Je Oui. pense au fameux plan séquence qui est très connu, où la porte s'ouvre, on voit l'étendue du désert et on découvre en fait qu'il y a autre chose. C'est ça en fait le cinéma, c'est le fait d'ouvrir une autre porte. Et ce que je trouve formidable dans Memoria, c'est qu'il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Il y a la fameuse ouverture du film où on entend ce son-là, on voit le personnage qui déambule, qui se pose des questions. Et ensuite, on a ces voitures qui comme de manière organique, réagissent à ce son-là. Ça rappelle d'ailleurs Holy Motors de Carax. Complètement. Oui, C'est génial. totalement, oui. Totalement. Mais ce qui est formidable, en fait, moi, ce que je trouve formidable avec le film, et il y a quelque chose qui a été dit sur Twitter, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Morgan Bizet. Le film est important dans le sens où il compile des choses. C'est un film qui pourrait devenir très important pour une certaine génération parce qu'il il exprime des rapports, mais même physiques, même moraux ou psychologiques au monde qui nous entoure, qui sont assez forts. Je pense par exemple à la manière qu'a le film d'exprimer la sensation, la façon dont un son peut être perçu, le fait d'être hanté par quelque chose aussi, parce que c'est quand même un personnage qui est hanté, le fait de déambuler dans des pièces comme ça, de manière quasi fantomatique aussi, parce qu'elle déambule. Il y a un truc formidable, il y a ce plan de nuit où elle va s'asseoir, elle entend le son sous un arbre, et avant on voit un chien qui passe. Bon, moi, ça m'a forcément fait penser au fameux chien de Stalker. Oui, évidemment. Ah, oui. Et c'est marrant parce que quand on parlait du désespoir ambiant et de la société, à un moment, il y a ce son qui vient d'un bus où les gens ont peur. Il y en a un qui a peur, il va croire que c'est un attentat, peut-être. Oui, il y a ça aussi. Et ça, c'est une peur de notre quotidien, de notre monde, en fait. Et du coup, je pense que, pour conclure là-dessus, tu as mis le doigt sur quelque chose, Artaud, mais Des aussi, hein, vous avez tous les deux saisi le truc. Je pense que ce film, c'est le cinéma qui ouvre des portes. Nous, quand on voit un film, ça doit ouvrir des portes sur nous-mêmes, sur le monde autour, sur les sensations, sur les autres. Et ben, Memoria, il fait ça, même sur les souvenirs, sur le passé. Tu me fais plaisir en disant ça. C'est ça, ce film. En fait. Parce que comme il y a 2-3 jours, tu l'avais pas encore vu, j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'est un grand mot, mais j'appréhendais. Je me disais, peut-être que ça va pas lui parler, peut-être qu'il va falloir qu'on argumente, qu'il va y avoir un. Bon. En fait, que tu finisses cet échange en disant, en fait, Memoria, c'est le cinéma. Mais ouais, carrément, en fait, complètement. Je veux dire, c'est. Et je pense que c'est un film marqueur. Parce que là, tu citais Artaud, Morgan. Je pense que depuis tout à l'heure, j'ai pas arrêté d'asséner beaucoup de cinéphiles différents et de critiques différentes. Si on peut conclure sur ça, le fait d'inviter tout le monde à rejoindre le mouvement, en fait, hashtag Memoria, en fait. Non, mais sans aller jusque-là, parce qu'en soi, chacun est complètement libre d'avoir le rapport qu'il a au film. Simplement, voilà, c'est sortir de sa zone de confort, c'est toujours bon pour la santé, en fait. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut vraiment terminer ce podcast, c'est donner sa chance à ce film. Posez-vous devant, laissez-vous aller, même si ça va être pas forcément évident au début. Oui, la première heure peut-être, mais à un moment, il va y avoir, si vous êtes dedans, si vous avez de la chance, selon votre humeur du moment aussi. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne le sentez pas, à faire une pause et recommencer, revoir le film un autre jour. Ça aussi, ça peut être important. Et vous allez avoir quelque chose qui va s'ouvrir, comme le personnage. En fait, je pense que nous, spectateurs, on est un peu à l'image du personnage. Si on va pas bien ou on ne sait pas trop, on déambule, et à un moment, il va se passer quelque chose. Alors, on ne va pas revenir sur exactement ce qui se passe, parce que là, on est sorti de la zone spoiler en vous donnant envie. Mais au-delà même de ce qui peut se passer, sur le côté sensitif des choses, vous n'allez pas ressortir indemne, sans avoir un avis précis sur le film, d'ailleurs, au-delà de l'avis. Théorie, mettre un mot, mettre une note ici, alors là, mettre des notes sur ce film, j'ai même pas envie d'en donner une de note, en fait. Ça va au-delà. Déjà que mettre des notes sur des films, j'ai de plus en plus de mal en soi, mais bon.
C'est une expérience, j'allais dire unique, oui, mais c'est une expérience de vie. Et au final, est-ce vraiment unique? Ça, c'est une expérience unique dans le sens où, pour chaque spectateur, ce sera une expérience unique, ce film. Ça va vous faire Ouais. résonner les trucs. Et on dit, voilà, ce film, c'est le cinéma, c'est la vie aussi. Ce film, Complètement. potentiellement, c'est la vie. Voilà. Je pense que là-dessus. Voilà, on peut pas aller plus loin là. Je pense, quelque chose me dit qu'un jour, ça peut être dans plusieurs mois, dans plusieurs années, peu importe, le temps n'existe plus, hein, on reviendra sur ce film d'une manière ou d'une autre et sur le réalisateur. Voilà, que ce soit ici ou ailleurs, hein, peu importe, avec d'autres personnes. Je pense qu'on pourra faire un live marathon dessus. Non, mais Ah, mais avec il plaisir. y a énormément de réalisateurs comme ça où ça serait passionnant de discuter pendant des heures. Hein, évidemment, on a évoqué Tarkovsky, sûrement aussi. Imaginons un peu des choses. Mais en tout cas, c'était un plaisir absolu de vous avoir tous les deux sur ce film, qui est un plaisir absolu aussi, qui est à la fois difficile et facile d'accès. Ça dépend comment vous vous sentez devant, en fait. Et franchement, Death Gadi, dès que tu ouvres ta chaîne, hein, voilà, il faudra aller voir ce que tu fais. Et on va te forcer maintenant. Là, Avec, c'est obligé. Et puis Artopolis, allez voir aussi sa chaîne qui va au-delà même de parler cinéma. C'est une chaîne sur le cinéma et qui vit le cinéma et qui fait du cinéma aussi. Donc voilà. Et puis à vous, dans la parole dans les commentaires, on veut aussi votre expérience sur ce visionnage. Si vous l'avez vu, balancez un pavé en commentaire, on vous lira et on vous répondra avec grand plaisir. Parce que je pense que chacune a apporté quelque chose sur cette expérience-là de visionnage, tout simplement. Et même si vous êtes passé à côté. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même si c'est pour dire que c'est un grand truc fumeux qui n'a aucun sens et tout, c'est pas grave. Ça vous appartient. Mais le plaisir était vraiment partagé, Jus. C'était un très bon moment. Il y en aura d'autres. Ok, oui. Ok, oui. En tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin après presque 1 heure de podcast. J'espère que vous avez fait votre petite relaxation, le ménage, la vaisselle en nous écoutant. C'est toujours intéressant hein, d'écouter des émissions cinéma en faisant un peu autre chose à côté, mais en captant les choses. Le fameux à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.